Il me tapait souvent et pour moi ça réveillait aussi chez moi beaucoup de violence. Un enfant n'est jamais aussi insupportable que lorsqu'il a besoin d'amour et d'attention. Soyez tous bienvenus sur Parentcast avec la collaboration du studio Vanessa Ota et Gringa Bijou. Ça, c'est un podcast sans tabou et Sans U! Aujourd'hui, nous sommes ici avec Catherine qui fait l'accompagnement en parentalité. Sois bienvenue, Catherine. Merci à vous. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce que tu fais, comment c'est ton travail? Oui, alors moi je suis donc accompagnante parentale depuis 2022 et mon but c'est d'aider principalement les mamans, mais les parents en général, à retrouver de l'harmonie et de la sérénité au sein de leur famille en travaillant plutôt sur eux-mêmes pour après améliorer la relation avec les enfants. Et je suis spécialisée pour les enfants qui ont entre 18 mois et 6 ans. Parfait. Et qu'est-ce que ça t'a donné l'élan de commencer ce projet? Alors au départ, ce qui m'a donné envie de me lancer dans ce projet-là, c'était ma propre expérience de maman. Parce que j'ai un petit garçon qui s'appelle Liam, qui a actuellement bientôt 6 ans et demi. Et j'ai eu très envie de trouver des outils différents pour m'occuper de lui. Parce que dans la période justement des 2, 3 ans, c'était très compliqué. Il y avait beaucoup de crises, beaucoup de problèmes. Il me tapait souvent et pour moi, ça réveillait aussi chez moi beaucoup de violence. Et je me suis rendu compte que c'était pas la relation que j'avais envie de vivre avec lui, que j'avais pas envie d'être ce type de maman-là. Et j'ai d'abord commencé à chercher des outils pour moi. Donc je me suis formée. Et lorsque j'ai eu suffisamment de connaissances et que j'ai commencé aussi à aider d'autres personnes, je me suis dit, bah là, il y a quelque chose à faire. Il faut transmettre ces outils pour que les parents soient équipés. Parce que c'est pas parce qu'on met un enfant au monde que derrière, bah, on est capable de savoir comment s'en occuper forcément. C'est pas intuitif. Donc moi, je suis là pour aider les parents à progresser sur ce chemin-là, de la maternité, de la parentalité en général. Ah, c'est très bien. d'accord. Alors, j'ai vu sur ton Instagram que tu dis que tu révèles la maman zen qui est en toi. Mhm. Alors, tu crois que tous les mamans elles ont une maman zen dans elle-même? Oui, je suis convaincue. Je pense que à aucun moment on fait des enfants pour se dire chic, je vais me prendre la tête avec eux toute la journée, Oui. et que les enfants de leur côté, ils sont jamais là pour dire ben chic, je vais embêter mes parents aujourd'hui. Donc je suis convaincue que les mamans, enfin les parents en général, en ayant une boîte à outils ou en ayant des outils de parentalité positive et en ayant une compréhension de ce que traverse l'enfant, parce que souvent c'est aussi une mauvaise compréhension de ce qu'ils ont. On pense qu'ils font des crises, on pense qu'ils font des caprices. Alors les crises, elles existent, mais les caprices, par exemple, c'est un concept vraiment inventé par les adultes et qui est un héritage de tout ce qu'on a pu avoir comme éducation traditionnelle. Et donc je suis convaincue qu'en ayant cette compréhension-là, d'un côté ce que l'enfant vit et de l'autre côté d'avoir, nous, conscience de nos émotions et de comment on peut les gérer différemment, ben que derrière, oui, on peut révéler la maman zen qui est en soi et faire les choses pour qu'il y ait plus d'harmonie, plus de sérénité. Et je ne dis pas qu'il y aura plus de crises, mais en tout cas, quand elles arrivent, on sait comment les gérer. Et ça change tout pour moi, dans le positionnement de la maman au sein de sa famille pour créer un cercle vertueux. Ok. Moi, je trouve que c'est très, très important de, comme tu as mené aussi, que c'est important qu'on voit l'enfant comme un enfant. Mm. Nous, on a tendance de voir l'enfant comme un petit adulte. Complètement. Et qui, comme tu as dit, comme s'il est en train de faire les chantages, des crises. Mais en fait, on doit apprendre, nous, en tant que parents, que c'est un cerveau en développement. Ça, je pense que tous les gens qui travaillent avec la parentalité, comme tu fais déjà très bien, il faut vraiment mettre l'accent sur ça. Il faut qu'on voit l'enfant vraiment comme quelqu'un qui est en train de se développer. Et là, c'est plus simple aussi de s'aimer à sa place et de l'accueillir et amener cette maman, comme tu as dit, de vraiment, OK, c'est quelqu'un qui va se développer, comment je peux l'aider, comment je peux le guider. Et Exactement. pas avoir des attentes comme moi pour un autre adulte. Ça, je trouve génial que tu as mené ce sujet aujourd'hui. Moi, ça me semble extrêmement important, effectivement, et tu le soulignes parce que au lieu d'être en confrontation face à l'enfant et de se dire, ben, maintenant comment je fais pour qu'il obéisse, comment je fais pour qu'il fasse comme moi j'ai envie, ben, c'est plutôt de se rendre compte que l'enfant, il vit un processus normal, que son cerveau, il est complètement immature, et surtout quand il est en phase émotionnelle avec l'amygdale qui rentre en ligne de compte, qui donc provoque ces situations de fuite, de se battre ou alors de se figer, d'être tétanisé comme ça, ben, il ne peut pas être dans la communication, dans l'explication, dans le raisonnement en fait. Et puis surtout que, surtout quand on parle de petits enfants, on sait que le cortex préfrontal commence à se développer seulement vers 3, 4 ans et ça continue jusqu'à 30 ans, 25, 30 ans, c'est énorme. Ben, on ne peut pas attendre de l'enfant qu'il ait des réactions matures, qu'il réfléchisse, qu'il fasse un step back en se disant ok c'est pas grave. Il est capable de ressentir mais il n'est pas capable de raisonner.
Donc si au lieu d'être vraiment dans l'affrontement avec l'enfant, en confrontation, ben, on vient se mettre à côté en disant, là je vois que tu traverses quelque chose de difficile et comment est-ce qu'on est en équipe, on avance ensemble vers une résolution de cette crise, ben, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus juste pour accompagner l'enfant dans ce qu'il est et en arrêtant de vouloir le transformer dans quelque chose qu'il n'est pas. Alors, et moi, je trouve intéressant, Catherine, que tu as dit tout au début que pour devenir cette maman zen, tu aides les mamans à construire cette boîte d'outils. Est-ce que tu arrives déjà à montrer comme toi tu as le fait et comment tu fais ça aussi avec les mamans? Alors la boîte à outils, l'idée c'est de proposer des outils de parentalité positive qui ont été démontrés, qu'on sait que ça marche, qui font que lorsque la maman va se confronter à une crise, elle va pouvoir puiser dans cette boîte en se disant bah tiens je pourrais utiliser ça ou je pourrais utiliser ça. Tout ne va pas marcher à chaque fois et c'est pas non plus instantané. Hein. J'aimerais pouvoir dire aux mamans super t'as la baguette magique et tu fais ça et ça marche. Seulement ça marche pas toujours évidemment. Mais l'idée c'est que la maman elle se sente plus démunie et qu'elle puisse avoir une alternative au cri. Et la boîte à outils ça peut être par exemple déjà de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pendant une crise et qu'est-ce qu'on va éviter de faire. Donc éviter de faire ça pourrait être dire ben on va éviter de minimiser, de dire c'est pas grave, on va éviter de décrédibiliser l'enfant en lui disant non mais c'est bon tu t'es pas fait mal ou c'est pas grave si ton frère il prend ton jouet. Donc on est là déjà pour accueillir et on va souvent avoir tendance à parler trop, à vouloir donner beaucoup d'explications alors qu'en fait il n'y a pas besoin. On peut vraiment juste être là pour l'enfant, l'accueillir, dire ok je vois que c'est pas cool pour toi et le laisser redescendre. Et c'est dans un deuxième temps qu'après on pourra venir avec des explications. Tu te rappelles hier quand tu t'étais fâché fort parce que ton frère il t'a pris ton jouet? Ouais. Et toi, tu t'es fâché fort et tu l'as tapé. Ouais, mais je comprends, t'étais content, t'étais pas content parce que justement ton frère l'a pris et c'est à toi. Et je comprends que tu étais déçu et que tu étais en colère. Et après, c'est pas ok de taper. Ici, dans cette famille, on ne tape pas, on n'est pas d'accord pour la violence. Donc tu viens réexpliquer, tu viens renforcer, mais ça se fait dans un deuxième temps. Et nous, on a envie de faire ça souvent sur le moment de la crise. Tout de suite. Or, l'enfant, quand il est en phase émotionnelle, c'est juste impossible. Donc ça pourrait être une des boîtes à outils, c'est une des choses que j'explique dans mon accompagnement. Il peut y avoir aussi, par exemple, les choix dirigés. Les choix dirigés, ça va être de dire à l'enfant, de lui donner une possibilité d'être protagoniste. Donc tu vas lui dire, par exemple, est-ce que tu vas aller prendre le bain avant ou après manger? Et on vient pas poser la question ah ben est-ce que tu veux faire le bain? Parce que forcément l'enfant il va te dire non, il veut continuer à aller jouer. Donc tu viens proposer des options qui sont ok pour toi, mais tout en proposant quelque chose qui lui va lui donner la possibilité d'avoir une prise sur la décision et ça les amène à collaborer plus. Donc c'est des outils qui à la fois vont permettre de résoudre les crises ou de les désamorcer parce qu'on n'arrive pas jusqu'à la crise finalement, on propose une alternative. Ou alors, ça peut aussi être des outils qui, lorsqu'il y a la crise, vont permettre de faire redescendre les choses. Ouais. Mais ça, c'est très sympa parce que je trouve qu'on donne les choix à l'enfant. Il a le droit de choisir qu'est-ce qu'il veut. Même si, voilà, entre guillemets, c'est nous qui on a choisi, mais il a cette sensation de j'ai le pouvoir aussi, j'ai le droit de choisir. Et puis, parce que c'est vrai que c'est très facile d'aimer nos enfants quand ils sont en train de faire les choses tout juste. Mais c'est très difficile quand les choses y sortent du cadre. Et puis, et moi, je dis toujours que l'enfant, quand il fait trop de crises, c'est la communication. Il est en train de te communiquer quelque chose. Et puis, c'est quelque chose qui est en toi. C'est pas à l'enfant. Alors, il y a quelque chose que toi, tu es en train de faire, que lui, il ne sait pas te dire exactement en clair, en parole, mais il fait des crises. Et puis ça, je trouve que ça, c'est très chouette. Et puis la boîte d'outils, c'est quelque chose vraiment intéressant parce que ça matérialise une chose que c'est plus, voilà, on arrive à... C'est tangible et concret. Voilà, exactement, c'est plus concret. Ouais. Moi, je trouve intéressant aussi parce que si on voit, nous, les adultes, parce que parfois, je comprends que pour plusieurs personnes, c'est abstrait de dire oui, on doit accueillir les besoins émotionnels de l'enfant, c'est trop oui, mais moi, la plupart de nous, on n'était pas 7 enfants qui étaient accueillis. C'est pour ça que pour nous, c'est très challenge. Mais si on regarde un tout petit moment, si on fait une réflexion sur nos défis aujourd'hui, on a ce défi de faire des choix. Combien de nous sommes dans une position de vraiment plaire les autres et dire non, mais en fait, moi, je peux choisir, j'ai le droit de choisir une personne, j'ai le droit de choisir mon travail. Et combien de nous on a cette difficulté aujourd'hui en tant qu'adulte? Et je trouve très puissant aussi, comme on t'a dit, depuis le début, tout petit peu, on montre à les enfants qu'ils ont la possibilité de faire des choix. Et en fait, ça aussi, c'est donner un pouvoir à les enfants que quand ils seront grands,
Et on dit, non, mais en fait, c'est pas correct ça. Moi, il y a quelqu'un qui m'a imposé cette attitude, il y a quelqu'un qui m'a imposé cette situation, mais je ne suis pas Complètement. d'accord. Et c'est là aussi qu'aujourd'hui, et là, c'est vraiment d'un scénario assez profond. On parle des préventions d'abus, par exemple, parce que si la fille, elle sait pas, elle a pas la clarté que c'est elle qui choisit qui va toucher, en fait, c'est tout bon. Une personne qui vient et fait une invasion au niveau physique, pour elle, c'est normal parce qu'elle a été habituée à avoir un manque de respect. Et en fait, pas seulement c'est déjà respecter ton enfant quand tu lui montres que oui, tu peux faire les choix, et ça, c'est énorme, mais aussi montrer que tu as cette possibilité tout le temps. On a les choix tout le temps. Et je vois quand je parle avec les parents que parfois, ils n'ont pas la clarté qu'ils ont les choix parce que dans leur tête, ils doivent faire exactement comme leurs parents ont fait ou comme la société, elle dit qu'il faut faire. Mais nous, on a le choix aujourd'hui de faire ce que ça fait du sens pour nous. C'est pour ça qu'on dit, là, nous, on fait cette podcast avec tout notre amour, tout notre cœur pour partager nos expériences. Mais le plus important, c'est vraiment que les gens fassent des choix, qu'ils posent la question, qu'est-ce que ça fait du sens pour nous? Et là, c'est depuis l'enfance qu'on va planter ces graines. Complètement. Et je trouve génial ça que tu nous as partagé aujourd'hui. Ouais, c'est pour moi, c'est clair, qu'est-ce que tu fais? Alors, tu donnes la boîte d'outils, tu aides ses parents à construire cette boîte d'outils, mais après, les parents, automatiquement, ils vont construire aussi une boîte d'outils pour l'enfant, Complètement. pour que quand il arrive Ouais. à l'âge d'adulte, il arrive à s'en sortir dans de la société. Et puis, c'est là qu'on dit que ça, c'est vraiment la paix mondiale. Parce que, voilà, une fois, alors, les parents sont réglés, l'enfant, il est réglé, alors, et la suite, ça va être bien aussi. Donc, je trouve que c'est vraiment génial. C'est vraiment quelque chose de très important. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Catherine? Merci. Et moi, j'aimerais aussi si tu peux partager avec nous parce que j'ai trouvé intéressant que ton projet ou toi, cet travail que tu fais avec les parents, tu appelles la tribu. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce nom et c'est quoi que ça veut dire pour toi une tribu en fait? Alors moi, la tribu, c'était un nom que j'ai eu en tête bien avant vraiment de lancer le projet. En fait, pour aussi retracer un tout petit peu mon parcours, je suis passée par un burn-out professionnel et je travaillais avant en service clientèle et j'ai eu travaillé aussi encore avant en tant que boulangère. Seulement après, avec un enfant, voilà, la boulangerie, les horaires, c'est plus trop compatible. Et ce qui m'a amené à réfléchir à ce que je voulais faire, puis à vraiment me positionner comme accompagnante parentale, c'était un bilan de compétences que j'ai fait à l'époque, où le but était de revoir un peu qu'est-ce que j'avais envie de faire. Je voulais un travail qui me corresponde, je voulais un travail qui soit en accord avec mes valeurs. Et ce qui est ressorti à fond sur ce travail, c'était l'envie de transmettre et de transmettre mes connaissances sur ma propre maternité. Et à un moment donné, on nous a demandé de faire une visualisation, de dire s'il n'y avait pas de limite, s'il n'y avait rien de... Si tout était possible, tu ferais quoi? Et moi je dis, moi j'avais écrit, je dis moi je ferais un centre pour les mamans, et puis pour leur apporter des informations, pour les former, pour qu'elles puissent se reposer. J'avais même dit, je voudrais un centre avec un lit pour que les mamans elles puissent se poser. Et je dis, et j'appellerais ça la tribu, parce qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Ça c'est un proverbe qui m'a toujours porté, dont j'ai vraiment pris conscience en devenant maman. Moi, je suis d'une famille française, on est à Lausanne depuis... Moi, je suis à Lausanne depuis 2011, mon mari depuis 2012, lui, il est espagnol, et on n'a personne à côté. Et c'est vraiment, je pense, quand on a un enfant qu'on se rend compte à quel point on a besoin d'avoir du monde autour, qui va te soutenir, qui va te donner du relais. Ça peut être les grands-parents, ça peut être... Alors nous, c'est une famille choisie à quelque part, parce que voilà, les grands-parents sont loin en Espagne et en France. Ils sont pas tout de suite à côté, donc c'est précieux en fait d'avoir ces gens autour de soi. Et je sais que dans plein de cultures, justement peut-être plus au Brésil ou en Afrique ou en Asie, il y a cette notion de la maman, elle est devenue mère et elle a besoin de monde autour d'elle pour l'aider. Et c'est vrai que moi j'étais très sensibilisée dans mon postpartum à me dire, tu demandes à qui? T'as personne autour. D'où l'importance de se créer ce village, d'avoir des personnes qui peuvent t'aider. Nous, ça s'est fait avec des amis du coup qui ont été là et qui sont ou des voisins qui viennent voilà, nous apporter ce relais. Mais c'est vrai que quand tu es toute jeune maman et tu te retrouves avec un bébé, puis en plus tu dois gérer toute la logistique, moi c'est ça qui m'a choquée au départ, de me dire mais en fait comment ça se fait qu'on est en 2024 et enfin à l'époque en 2018 quand mon fils est né, comment on est encore tellement isolé, comment est-ce qu'on considère que c'est une chose privée d'avoir un enfant alors que ça devrait être un souci de toute la société de faire en sorte que ces mères elles aillent bien pour que les enfants derrière aillent bien en fait. C'est pas seulement s'occuper du bébé, c'est s'occuper de la maman avant. Et ça, c'était mon intention première, c'était de dire la tribu, on est là pour ça, on se soutient entre mères pour qu'on puisse justement se sentir mieux derrière.
Il faut savoir, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette statistique, et là on parle plus postpartum, mais en France, c'est la première cause de décès des mères dans la première année de vie de l'enfant, c'est le suicide. Et ça, c'est un truc, je vous en parle, j'ai la chair de poule parce que ça me hérisse tellement le poil de me dire mais c'est pas possible qu'on laisse ces mères toutes seules et qu'elles pètent une pile au bout d'un moment en disant mais c'est plus possible, moi je veux plus m'occuper de mon enfant, c'est trop, et qu'elles décident de mettre fin à leur jour. Donc je me dis tout ce qu'on pourra faire pour aider les mères à vivre ces instants-là du postpartum différemment et après aussi de les accompagner, ben, du coup moi sur ma tranche d'âge qui est un peu plus derrière, mais pour leur donner des outils pour qu'elles se sentent plus démunies, pour qu'elles se sentent plus désemparées, ben, pour moi c'est positif pour les générations futures. En fait là, à l'heure actuelle, si on fait ce travail-là, ce que tu dis, de rendre les enfants aussi plus assertifs, qu'ils soient capables plus tard de poser leurs limites, qu'ils soient capables, que ce soit pour le physique, que ce soit pour leur travail, que ce soit pour n'importe quoi, ben, on est en train d'améliorer les générations futures en fait. On n'est plus en train de subir, je dis, sans ça veut dire que forcément on a eu des enfants, ce qui était horrible, mais juste de dire qu'au moins, eh ben, on va faire une génération qui sera plus à l'écoute de ses propres besoins, qui sera plus à l'écoute des autres en empathie, mais qui sera aussi capable de poser les limites pour ben, devenir des adultes qui sauront ce qu'ils veulent dans la vie, quoi. Et pour moi, ça, c'est fondamental comme mission. Je trouve génial parce qu'en fait, on avait parlé, toi, nous trois, on avait pris un café jusqu'avant que je parte au Brésil. Et en fait, je suis partie au Brésil après notre conversation et je suis allée dans un congrès qui c'était l'éducation avec respect. Et en fait, un des conférenciers, elle est consultante en allaitement et elle a raconté il a raconté un cas qu'en fait, c'était une maman qui galérait pour allaiter. Et en fait, son mari, il vient d'une tribu indigène de l'Amazonie du Brésil. Et en fait, les papas, ils disaient, fais ton passe-partout à la tribu, fais ton passe-partout à la tribu. Elle dit, non, mais je vais pas aller au milieu de la forêt, je vais pas faire ça. Et en fait, quand elle allait chez cette consultante, elle dit, mais ma belle, vas-y, donne-toi la chance, tu as rien à perdre. Et en fait, elle est allée là-bas, elle est allée vraiment dans la tribu indigène, et en fait, elle dit, c'était les meilleurs postpartum de ma vie, parce que quand tu es dans la tribu, c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant, parce que ça vient vraiment en match avec qu'est-ce que tu dis. Elle a dit, moi, mon rôle, c'est être maman, mon rôle, c'était vraiment d'allaiter mon fils. Elle avait tout une préparation, tout un soutien. Et c'était les autres femmes, parce que dans la tribu, c'est vraiment, toi, tu t'occupes de ton nouveau-né et nous, on va t'occuper de toi. Exactement. Et c'était vraiment ça. Les grand-mères, les autres femmes qui étaient plus âgées dans cette tribu faisaient la nourriture, préparaient la maison. Et pendant cette conférence, on a dit beaucoup, si on veut aider les enfants, que c'est notre projet, on a aussi le projet Les Enfants Résilients, si on veut aider les enfants, il faut donner les mains aux mamans. Et c'est ça que je trouve génial de ton projet, parce que en fait, je vois dans notre société que c'est le contraire. En fait, on sommes tout le temps en train de se juger, de ah oui, mais tu fais les lits partagés, moi je fais pas les lits partagés, peut-être que tu devrais faire différemment. On sommes en train de se juger et bagarrer entre les mamans, au lieu de dire qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et c'est ça, une des plus grandes chose que j'amène pour moi-même, c'est au lieu d'être en train de juger une maman ou un papa, on devait vraiment dire, est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et ça, je trouve que dans cette idée que tu amènes aussi des tribus, c'est ça aussi l'essence, non? De vraiment, on donne la main, on se soutient de façon mutuelle. Parce qu'un jour, j'aide cette maman, mais un jour, c'était moi aussi que sera la maman l'année prochaine. Et là, j'aurai l'aide. Et ça, je trouve génial. Alors, on parlait maintenant de cette façon de penser de la société, et c'est justement ça, je trouve que c'est important de casser cette chaîne-là, parce que on vit dans une société où les mamans ils pensent qu'elle doit élever ses enfants toute seule, qu'elle doit faire tout, qu'elle doit avoir voilà, les contrôles de tout, et puis c'est pas vrai. On a vraiment besoin de ce soutien des gens autour, comme tu disais avant. Alors, élever un enfant, c'est pas qui est les parents. Alors, on a vraiment les holofotes sur les parents. Mais alors, il y a toute une société qui partage d'une certaine façon. Il y a la prof d'école, il y a les grands-parents, il y a les tantes, les oncles. Tout le monde, d'une certaine façon, il éduque cet enfant. Et puis, c'est très important que les mamans ils comprennent qu'elle n'est pas toute seule. Même, et ça, c'est triste dans la société parce que les mamans, la plus grande partie du temps, elles se sentent toutes seules quand elle n'est pas. Et c'est juste la peur de demander de l'aide parce qu'il y a cette habitude, cette couture de que la maman, elle doit le faire. Elle doit prendre son enfant sur elle et puis faire tout toute seule.
Et puis, j'aimerais, Catherine, que tu parles un peu du résultat de ton travail. Parce que justement, je trouve que prendre ces mamans-là, qui elle a courage, qu'elle est toute seule, puis qu'elle doit le faire, et puis qu'elle ne doit pas demander, c'est pas quelque chose de facile de changer cette pensée. Mais alors, avec ta boîte d'outils, comment tu arrives à amener ça à cette maman, et puis c'est quel est le résultat? Comment ça se passe après? Alors, ce qui est très intéressant à voir maintenant depuis que j'accompagne ces mamans-là, c'est de constater qu'en fait, souvent, les situations, elles n'ont pas changé. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, les crises, elles vont toujours être là, les enfants Oui, vont toujours avoir des frustrations. S'il y a plusieurs enfants, il y aura toujours des conflits entre frères et sœurs, je veux dire, c'est inévitable. Mais ce qui a complètement changé après l'accompagnement de 6 semaines que je propose actuellement, c'est le mindset des mamans. C'est-à-dire comment elles se positionnent. Elles vont avoir complètement un autre discours, elles vont avoir justement les outils, la compréhension et la compréhension d'elles-mêmes. Et ça fait que derrière, bah, quand elles parlent à l'enfant, il y a tout qui se met en place et elles se sentent aux commandes. C'est comme les enfants, on disait tout à l'heure, on leur donne des choix, ben tout d'un coup, les mamans, elles ont l'impression d'avoir le choix, de plus être dans l'obligation ni d'être violente physiquement, ni de crier. Et les résultats que j'ai par rapport à ça, c'est des mamans qui me disent qu'elles se sentent en confiance. Elle me dit, une des mamans qui m'a dit un des trucs les plus forts, c'était, ben maintenant, j'ai confiance en moi et je fais confiance à mon enfant. Et ça, c'est merveilleux, moi, quand je reçois ce type de retour. Et d'autres mamans qui m'ont dit aussi, ben, j'ai appris à prendre du temps pour moi. J'ai appris à ne plus assumer complètement la charge mentale, parce que ça, c'est quelque chose dont on parle aussi. Comme tu disais tout à l'heure, les mamans, elles doivent tout faire, elles doivent tout gérer. Ben non, je suis désolée, derrière, alors, il y a des mamans qui sont solo et que c'est pas par choix, et puis oui, elles sont toutes seules. Mais du coup, c'est comment on construit un réseau derrière pour avoir aussi quand même avoir de l'aide avec peut-être des amis, ou peut-être, ben, des fois, il faut voir avec d'autres personnes qui peuvent intervenir pour aider. Euh, mais quand c'est dans un couple, eh ben, le coparent, il est là et le coparent, il est responsable à 50% de la même manière que toi, en tant que maman, t'es maman. Donc, comment est-ce qu'on intègre ça avec des routines, avec des tableaux des tâches, pour que tout le monde dans la famille ait son rôle et que ce soit pas juste la maman qui doit penser à tout et tout porter parce on devient folle au bout d'un moment si on doit tout faire toute seule, c'est plus possible. Donc, je vois aussi des mamans qui, là récemment, une cliente avec qui j'ai commencé à travailler qui me dit, je vois déjà cette semaine comment j'ai pu me décharger et il y a bien sûr encore pas tout qui est parfait, il y a encore plein de choses qu'on doit améliorer, il y a encore plein de choses qu'on doit discuter. Mais en attendant, elle a déjà changé sa manière de voir les choses et elle sait qu'elle va poser des limites. Donc les résultats, ils sont vraiment excellents dans le sens que les mamans, à la fin, elles se sentent équipées et elles se sentent confiantes. Et du coup, ça a fait qu'elles transforment leur quotidien tous les jours pour pouvoir avoir une expérience différente avec leurs enfants et se retrouver elles. Parce qu'on est femmes, mais on est mère et épouse, voilà, mais on est aussi femme avant. Et puis, ben, la maman dans tout ça, c'est qui? Est-ce qu'elle a encore du temps pour elle? Est-ce qu'elle a encore du temps pour avoir une activité qui lui fait du bien, qui la ressource, qui fait qu'elle recharge ses besoins? Et que derrière, quand les enfants viennent et que se branchent sur ses besoins à elle, ben, parce que les enfants sont comme ça, quand ils rentrent, ils veulent juste recharger les batteries avec maman ou avec la personne, la figure d'attachement principale en tout cas, ben, qu'elle puisse le faire sans forcément être épuisée et du coup en arriver après à crier ou à perdre les pédales parce qu'elles ont plus de ressources. oui. Donc là, on est d'accord qu'alors pour qu'on est entier pour notre enfant, alors pour que j'arrive à être plus confiante et Mm. automatiquement mon enfant il est plus confiant aussi et toute la famille parce que ça c'est vraiment c'est l'énergie pour dire ça. Si nous on est bien, ça Mm. va pour tous les monde. Alors il faut que moi je tape beaucoup sur ça. Alors d'abord c'est nous les mamans. Mm. Alors, nous, les mamans, on fait pour nous quelque chose de bien, quelque chose qu'on aime, qui ça nous rend Mm. plaisir. Et puis après, on va être entier pour notre Ouais. enfant. Mais c'est aussi un endroit que c'est très fragile parce que la maman, elle a la tendance de se culpabiliser. Par exemple, si elle va faire un week-end entre copines, parce que ça, elle a besoin de sortir, de respirer un tout petit peu, alors tout de suite, ça vient la culpabilité. Oh, mais mes enfants, et puis on est là, et puis ah, ça sera cool Et si on mon prépare enfant, il tout était avant, on va là. tout laisser tous les Oui, repas faits, on va tout laisser. voilà. Est-ce que quand c'est le coparent qui part, lui, il va pas s'inquiéter de savoir est-ce que les lessives elles sont faites, est-ce que les habits sont prêts, Voilà. est-ce que j'ai laissé à manger dans le frigo? Voilà, exactement. Donc là, c'est un endroit que pour moi, je trouve que c'est très, très, très fragile. Et puis, c'est Mm. difficile de dépasser cette barrière-là. Alors, c'est possible, on a déjà fait. Alors, on est en train de faire ça tous les Mm. jours, mais c'est très difficile. Parce que ça va avoir des moments aussi que même nos enfants, ils vont nous dire, ah, mais tu pars et tu me laisses. Et puis ça Mhm. vient tout de suite. C'est dur. C'est vraiment dur, mais Mm. c'est nécessaire. Donc, alors ça, j'ai vu dans ton travail que tu travailles beaucoup sur ça aussi, que c'est d'abord la maman, qu'elle Mm. doit se prendre soin d'elle d'abord, pour après prendre soin de cet enfant.
C'est effectivement, et c'est pas quelque chose de facile parce que après on peut vite se dire aussi, oui, oui, bien sûr, il faut que je prenne du temps pour moi, tout le monde le sait. Mais comment tu le fais? Donc moi j'aime bien aller plus dans le concret parce que oui, ben c'est facile de dire oui, il faut être bienveillant avec les enfants et puis il faut prendre du temps pour toi et puis il faut prendre soin de toi. Oui, mais comment je fais ça dans un quotidien où tout va à 100 à l'heure, on est hyper stressé? Mm. Et moi, souvent, l'outil le plus simple que je donne aux mamans, parce que aussi on a souvent des exigences de dire, bah, justement, on part tout un week-end, ou on part, on va se faire un repas avec son chéri. Oui, bah, c'est compliqué. Ben, pourquoi pas commencer par un petit déjeuner avec son conjoint? Peut-être c'est plus facile à organiser quand les enfants sont déjà partis, s'il y a des horaires, encore une fois, qui le permettent, ou peut-être ça peut être une fois par mois. En tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on a mis en place à la maison. Ben, une fois par mois, on va se faire un petit déjeuner pour juste sortir de la logistique et de l'organisationnel, mais se dire, mais toi, vraiment, sinon, comment ça va? Est-ce que là, il y a des trucs qui ont déplu? Pour pouvoir parler vraiment et prendre soin de la relation. Donc ça peut être une première chose. Et ensuite, les mamans, moi, souvent, ce que je dis, bah, c'est avant de te lancer dans ta to-do list de, oui, ben, ce matin, je suis à la maison exceptionnellement, et puis c'est ménage, je dois faire les lessives, je dois faire ceci, cela, ranger la chambre des enfants. Ben, c'est avant de faire tout ça, c'est d'abord, tu prends 5-10 minutes pour toi. Et ça, arriver à le faire, ben, au mieux, ben, plusieurs fois dans la journée, au pire, ben, au moins une fois, de faire une activité qui, ben, si on aime, je sais pas, faire du tricot, de la couture, un truc qui prend un temps pour soi, avant de vouloir faire tout le reste. Et peut-être qu'effectivement, l'organisation de la maison va être un peu déficiente, c'est-à-dire que peut-être, ben, il n'y a pas tout qui sera rangé, peut-être que tout le ménage ne sera pas fait nickel comme tu avais envie, mais en attendant, ce temps, tu l'as pris, et ça fait que dans la journée, ça recharge tes batteries. Le soir, quand tu arrives, t'es plus complètement à plat, quoi. Donc pour moi, c'est aussi important de donner du concret aux mamans et pas juste d'être dans les injonctions de il faut faire ceci, il faut faire cela. Je pense que les injonctions, on en a déjà bien assez en tant que femme, Oui. et en tant que mère encore plus, de faut être partout, faut que tout soit parfait. Et moi, ça c'est aussi une phrase que je répète souvent, je dis fait vaut mieux que parfait. C'est-à-dire, ok, ben du coup, tu délègues, peut-être c'est ton conjoint, voilà, qui est la personne, ton coparent qui fait le ménage, il le fera pas exactement comme toi, ce sera pas parfait, mais en attendant, au moins c'est relativement propre, si on peut nous circuler dans la salle de bain, et qu'il n'y a pas des poils partout, bah, à quelque part, on est content, quoi. Tant pis si Oui. c'est pas tip-top nickel comme on avait prévu, nous. Quand les enfants seront grands, on aura le temps de refaire le ménage à fond comme nous, on Exact. avait envie. Oui, ça c'est vrai. Et ça passe vite. On a l'impression, surtout qu'on a les enfants de bas âge, qu'ils auront 30 ans encore en ayant des ans. Non, c'est comme s'ils vont, ça va jamais passer de cette phase. Ouais. Et ça passe vite. Moi, je trouve que c'est intéressant aussi de nous mettre dans notre agenda. C'est ça que tu viens de dire. Que moi, Exactement. on dit souvent les mamans, dans ton agenda, mets-toi avant tout, avant la famille, avant les, parce que sinon il reste plus rien après. plus rien. Et nous, on veut être des bonnes mamans. Et je dis toujours, une bonne maman, c'est une maman saine. Saine dans sa peau, saine physiquement, saine dans sa tête. Et c'est ça que je trouve intéressant quand tu as amené tout à l'heure, tu as dit, oui, en fait, les crises vont continuer. L'enfant que ça va jeter par terre, ça va continuer. Ça ne veut pas dire que nous, on fait l'accompagnement, on fait la parentalité pour que toute la vie, ça vienne la vie en rose. Mais nous, on va voir ça différemment. Parce qu'on va s'accueillir d'abord, non? Et c'est ça aussi ton travail qui, je trouve, c'est génial, qui est vraiment dit les mamans. Ça ne veut pas dire que maintenant, c'est les enfants obéissants, comme la société l'attend. Du tout. Mais toi, tu vas apprendre à te respecter d'abord pour pouvoir respecter ta famille. Je trouve ça génial aussi. C'est génial. Et pour apprendre tout ça, je trouve que là, ça rentre les rôles de pourquoi avoir un professionnel avec nous. Alors, parce que ça, c'est une chose aussi, une barrière à se casser. Parce que les gens, comme Amanda elle a dit avant, alors la plus grande partie de nous, on était grandir pour des parents toutes seules, puis ils sont faits sans l'aide d'un professionnel. Mais pourquoi ça c'est important? Moi, je trouve que, alors, moi je dis toujours, on doit toujours avoir quelqu'un à côté de nous qui sait un peu plus. Parce que cette personne, elle va pas toujours nous aider à pas tomber, à marcher plus facilement, à gérer les choses d'une façon plus tranquille. Puis moi, je dis, si je peux aider quelqu'un à être plus tranquille dans sa peau, de s'aimer plus, alors il pas passer pour les chemins que moi j'ai passé, alors pourquoi pas? Donc, je trouve que ça, c'est le rôle du professionnel, c'est d'arriver et puis de t'aider, de ne pas passer pour les mêmes choses qu'il a passé. Parce que, alors, c'est ton expérience qui t'a amené à étudier et puis à dire non, je veux aider les gens à pas vécu qu'est-ce que j'ai vécu parce que c'était triste, c'était dur, c'était vraiment frustrant. Et puis, et pour ça, Catherine, elle va être avec nous. Alors, le 18 janvier, à l'hôtel Bon Rivage à la Tour de Paix pour l'événement des enfants résilientes
Alors, des enfants résilients, on dit, les gens, ils pensent toujours qu'on va parler que des enfants. Et puis, c'est beaucoup plus profond parce que, alors, d'abord, on va parler vraiment de maman, de papa, de nos émotions, de comment gérer nos émotions, de se connaître pour mieux connaître les enfants. Et puis, Catherine va être avec nous pour nous aider ce jour-là à amener un contenu vraiment riche pour ses parents. Et pas seulement pour les parents, mais aussi pour les grands-parents, les tantes, et puis tous les professionnels, et puis les gens qui, même qui c'est pas un professionnel, mais qui ont les contacts avec un enfant, et puis qui sont directement liés à la vie d'un enfant. Je trouve que c'est important d'avoir des outils pour mieux lever ses enfants, et puis avoir vraiment des enfants plus équilibrés émotionnellement dans la vie. Ouais, moi, Oui. j'ai un partage à faire parce que c'est intéressant que c'était un nom et enfant résilient, c'est Chris qui a amené. Et en fait, elle avait amené ces noms, j'ai dit oui, c'est un bon nom, les enfants résilients. Mais voilà, pas plus. Ça m'a pas touché plus que ça, mais j'étais d'accord. Et en fait, nous deux, on était au Brésil maintenant, chacun de nous dans sa propre famille. Et en fait, un jour, j'étais avec ma famille et c'est un peu comme une fiche à tomber. J'étais pas ça, mais j'étais dit maintenant. C'est comme si une fiche a tombé et j'ai dit waouh, on respecte nous, on respecte nos enfants. Naturellement, ils seront des adultes résilients dans le sens et ils peuvent voir la vie autrement parce que quand on commence à respecter l'enfant, normalement que ça arrive, c'est que toute la société dit oui, mais tu fais quoi? Tu les tapes pas, tu cries pas, tu vas les laisser tout faire parce que après, on sait bien qu'il y a des parents qui se perdent un peu dans le sens permissivité, mais je vois que quand on commence à respecter l'enfant, il y a quand même une grande partie de la société qui voit ça avec un mauvais regard. Et en fait, je me suis dit, mais c'est normal. La plupart de nous, on n'était pas des enfants bien respectés. Et dès qu'on commence à casser cette chaîne, comme tu as dit, on casse la chaîne et on commence à respecter, aussi, quand ils seront adultes, là, ils sont tellement remplis que c'est plus simple aussi de traverser les difficultés de la vie. Et là, j'ai dit, waouh, en fait, c'est énorme ça que nous sommes en train de faire parce que c'est vraiment donner une nouvelle référence. Parce que je vois surtout notre génération qui est en train d'étudier ça et en train d'utiliser nos enfants comme cobayes à la maison. En fait, nous, on n'a pas eu cette référence. Et c'est pas grave. Nos parents, on a tout donné le meilleur qu'ils pouvaient. Mais maintenant, nous sommes en train de construire ça. Nous sommes en train de donner cette nouvelle référence. Je trouve ce processus très beau. C'est très riche, c'est très important. Et puis moi, je dis toujours à les gens qui viennent vers moi et puis ils disent, ah, mais on entend beaucoup ça, je trouve qu'Amanda aussi. Ah, mais moi, j'ai été frappée pour mes parents et puis je suis pas mort. Je suis bien, je suis là et puis voilà. La phrase qui tue. J'ai survécu. J'ai survécu. Encore heureux, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Mais moi, je dis, et puis là, tout de suite, je pose une autre question à la personne. Je dis, oui, mais si c'est à ce moment-là, alors essaye de te rappeler comment tu te sentais quand tes parents étaient frappés. Alors, et maintenant, tu imagines que tes parents, ils arrivent pour toi et puis ils disent, je suis vraiment navrée pour tout ce qui s'est passé. Je ne savais pas qu'est-ce que j'ai été en train de faire, mais je suis navrée et puis on va construire une nouvelle relation. Je veux dire, c'est exactement qu'est-ce que nos enfants ils sont. Alors, ça nous soulage. Et puis, je trouve que la plus grande partie des gens que je pose la question, c'est toujours les mêmes. Il n'y a pas une réponse, mais il y a un visage qu'on voit tout. Waouh, c'est vraiment, j'aimerais vraiment avoir ce côté de mes parents. Et c'est vrai que la plus grande partie de nous, on ne va pas avoir ça. Et tout va bien. Tout va bien, on va dire, c'était pas correct, mais ils ont fait qu'est-ce qu'ils pensaient que c'était bien pour nous. Du mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient à l'époque. Exactement. Mais maintenant, c'est notre responsabilité, nous qui on sait les choses. Si on a l'accès à toutes ces informations, c'est notre responsabilité de changer tout ça. Et puis faire ses enfants grandir d'une façon plus tranquille. Et puis avoir vraiment du vrai amour. Parce que l'amour, l'amour, il fait pas mal. L'amour, il exige rien. Alors, il a aimé ses enfants vraiment quand ils sont en train de faire les choses bien, mais aussi les comprendre, les accueillir quand ils sont dans une crise, quand ils sont pas bien, et puis pas dire tout simplement, ah, c'est pas grave, c'est pas ça. Non, l'enfant, à ce moment-là, c'est la plus grande douleur qu'il connaît. S'il crie, s'il pleure, s'il dit que ça va pas, alors ça veut dire que ça va pas vraiment, parce que c'est à chaque étape de la vie, on connaît une façon de douleur. Et là, à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'il connaît. Il est en train de s'exprimer
Donc, c'est notre responsabilité de l'accueillir. Donc, vraiment, quand je pensais à des enfants résilients, c'était ça, c'était vraiment des... Je voyais les enfants, alors je me disais qu'en plus je suis réglée dans moi-même, qu'en plus je me connais, qu'en plus je passe ça à mes enfants, cette confiance à mes enfants, plus ils vont être forts et plus ils vont être confiants pour la vie. Parce que, voilà, quand ils sortent, à partir du moment qu'ils sortent de notre porte, on ne peut plus rien faire. Alors là, c'est Tu à veux eux. les équiper le mieux possible. Ouais, Donc, donner on la doit, meilleure base, exactement, on c'est doit les juste. équiper. On Ouais. doit les équiper. Et puis, il y a une phrase que j'amène toujours, qui est c'est Yvonne Laborde qu'elle a dit qu'en plus on maltraite un enfant, plus il s'aime pas. C'est pas qu'il laisse de nous aimer, mais il s'aime pas. Mm. Donc, il réfléchira à ça parce que quand on maltraite, ils vont nous aimer pour toujours parce que c'est ça la référence de l'amour qu'ils ont. Ben, c'est pour ça que ces Mais, adultes-là te bon, disent bah, ils m'ont frappé et je suis pas mort. Parce qu'ils ne remettent pas en question. Le parent, il se exactement, remet en question soit en disant j'ai mérité, de j'étais insupportable, c'est normal qu'il m'ait tapé. Ouais. exactement. Et je pense que c'est très important ce que tu dis par rapport au. Tu disais tout à l'heure, Amanda, des gens qui sont dans la permissivité. Et souvent, c'est comme ça que la société juge en fait les personnes qui font différemment avec la parentalité. On dit c'est positive ou consciente. Moi, j'ai utilisé le terme positif parce que je pense que c'est. Je suis complètement d'accord avec le conscient, mais je pense que c'est pas encore assez. Justement, les gens ne sont pas encore dans cette conscience. Oui. Mais les gens te disent ah mais du coup tu le punis jamais, il fait ce qu'il veut. Non, c'est poser des limites avec un cadre, mais par contre accueillir l'enfant avec bienveillance quand il se confronte à ce cadre. C'est pas laisser tout faire. Et en plus de ça, moi je dis toujours aussi, c'est un enfant n'est jamais aussi insupportable que lorsqu'il a besoin d'amour et d'attention. À partir du moment où tu remplis et tu viens, au lieu de casser le lien et d'envoyer l'enfant au coin ou de le punir, ça va que créer du ressentiment et l'envie peut-être de refaire pour l'enfant mais en nous cachant les choses, parce que la punition elle n'apporte rien. C'est lui faire voir les conséquences logiques d'une part. Et je sais que c'est pas facile, mais justement, c'est là où moi j'apporte ce travail de simplifier aussi ça pour que la maman elle puisse poser les limites et voir comment accompagner l'enfant sur ça. Mais c'est de dire aussi, ben, si au lieu de casser le lien et d'éloigner l'enfant de soi, ben, on vient dire là, je vois que tu as vraiment besoin que je m'occupe de toi, et qu'on lui propose un moment de jeu, un câlin, de lire un livre, et ben, les comportements désagréables, ils disparaissent en fait. Mhm. Donc, c'est aussi réenvisager comment est-ce qu'on continue à créer du lien, comment est-ce qu'on saisit la possibilité de voir une crise comme une opportunité de connexion et de garder le lien ou de renforcer le lien plutôt que quelque chose qui va nous éloigner de notre enfant. Après, il y a des fois où physiquement c'est pas possible parce que l'enfant s'énerve, l'enfant veut taper. Donc là, soit on peut le contenir en disant bah écoute, je te tiens pour ne pas être tapé, c'est pas possible, tu me fais mal et je suis pas d'accord avec ça et on attend qu'il se calme. Soit ça va être, bah, ok, tu veux pas que je te touche, c'est ok aussi, mais je suis là, je suis à côté quand tu as besoin de moi. Mais en aucun cas, on va laisser l'enfant seul face à sa crise parce qu'il n'est pas capable de se réguler seul. Et ça, pour les mamans que j'accompagne, de fait déjà de comprendre ça, bah, c'est aussi hyper important de se rendre compte que c'est l'enfant, il te fait pas une crise à toi, il vit une crise lui. Donc comment est-ce que tu peux toi l'accompagner sur ça sans être en mode, ben écoute, tu veux pas, tu fais pas comme je veux, ben va au coin ou va en time out ou va dans ta chambre. C'est pas l'idée en fait. Donc je pense que c'est important aussi de comprendre que des enfants résilients, pour moi, c'est ça aussi. C'est des enfants à qui on va apprendre à poser les bonnes limites de la bonne manière, comme tu disais, pour que plus tard, eux soient capables de le faire aussi. Et on leur montre l'exemple. exactement. L'exemple, et puis il faut, je trouve que c'est important de dire aussi que la punition, c'est le chemin le plus facile. Bah oui, C'est très facile, c'est comment prendre le verre d'ici, déposer là, puis ça me donne plus de soucis. Mais alors, ça ça résout nous, pas le problème. mais c'est pas à nous les soucis les plus grands qui vont avoir, mais c'est ces enfants après quand ils sont dehors qui vont pas savoir s'exprimer, de dire oui ou non, de mettre limite à Mm. les choses, d'exprimer ses émotions. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui on a tellement de gens qui ont la peine de dire qu'ils l'aiment ou qui sont contents, qui sont pas contents. Ça, Et c'est tout ça, c'est parce que mm. alors on a pris ces enfants, on a les laissé de côté et puis on a les laissé régler toute seule Se une chose débrouiller qu'ils avec leur savaient même problème. pas. Mm. Et ils savaient même pas pourquoi il était en train de sentir tout ça. Et puis, donc, il faut que nous, comme adultes, on réfléchisse beaucoup à ça. Alors, qu'est-ce qui... Et puis, quand on n'est pas capable de trouver la réponse, il faut trouver un professionnel.
Alors, parce que les professionnels, ils peuvent toujours nous aider. Et je trouve aussi, comme elle a dit, par exemple, j'aime bien quand tu amènes des exemples concrets. Là, un enfant qui est en train de se jeter par terre et qui ne laisse pas la maman être proche, ne laisse pas la maman venir et les soutenir, par exemple, mais tu es disponible émotionnellement. Le fait que tu dis, ah oui, 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 reste là, reste sous ton coin, et tu dis, écoute, mon chat, je vois que c'est difficile pour toi, que tu n'arrives pas à gérer, maman, elle est là pour toi. Pour l'enfant, ça change tout. Oui. Peut-être que la personne, elle se rend pas compte sur la scène parce que c'est challenge, bien sûr, c'est aussi les émotions qui viennent à surface, on connaît bien. Surtout que nous, là, comme on dit, la plupart de nous, on n'était pas accueillis dans ces moments-là. C'est pour ça que pour nous, pour la plupart des gens, c'est difficile à accueillir maintenant parce qu'on n'a pas cette référence, on n'a pas quelqu'un qui était disponible émotionnellement pour nous. C'est pour ça que maintenant, on doit créer. C'est un peu comme, je dis, c'est comme la conscience, c'est comme aller à la gym. Il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Et en fait, je trouve important ça que tu dis, c'est vraiment être disponible pour accueillir son enfant. Pas forcément parfois, tu aimerais dire oui, tu es sécure, fais confiance à maman, mais là, il est tellement en train de taper partout que tu n'arrives pas à le faire. Mais l'effet de dire je suis là pour toi, ça change la vie, ça amène de la sécurité. De la sécurité. Et je trouve aussi qu'en tout cas, quand on discute, c'est vraiment soit dans ce schéma de punition, de récompense-punition, comme tu viens de dire. La carotte et le bâton. Voilà. Et soit c'est vraiment, en fait, je vais respecter mon enfant, mais je vais le faire tout faire. Et on ne donne pas de cadre, on ne donne pas des limites non plus. Et en fait, plus on va, c'est un enfant, il ne sait pas gérer ses émotions. Un jour, il va vivre en société. Comment je peux donner une bonne base? C'est pour ça que j'aime bien cette image de les jardiniers. Je vais préparer le sol, je vais donner l'eau, l'amour, je vais donner le soleil, les câlins, tout ça, les touches physiques, pour donner la meilleure base. C'est pas en laissant la fleur, vas-y fleur, tu vas te débrouiller toute seule. Un jour peut-être qu'il a le soleil et l'eau qui vont venir. C'est pas ça non plus de les côtés permissifs. Mais c'est pas non plus que je vais te taper comme ça, la vie elle est dure, autant que je suis déjà dure avec toi. Non, ça c'est pas respecté parce que si je te respecte, en fait, les parents, qu'est-ce qu'ils veulent pour le futur? Les enfants autonomes qui ont des bonnes carrières, qui sont des personnes empathiques. Mais comment lui, il va arriver à ce niveau-là s'il n'y a pas de respect. Pas déjà. Si lui, il n'a pas le respect vers lui-même. C'est ça aussi. Et puis moi, je pense aussi de ce que tu disais, ça me faisait résonner avec la connexion, parce que tu disais, c'est pour les enfants plus tard, mais c'est aussi pour nous, en fait. On a fait ces enfants, on a envie d'avoir la meilleure relation possible avec eux. Et moi, personnellement, mon fils, mon espoir, c'est que lorsqu'il arrivera justement à des phases peut-être plus challengeantes de l'adolescence et tout, qu'il ait la confiance de venir me voir, que la relation elle soit toujours encore là. Parce qu'un enfant que tu vas constamment couper et que tu vas envoyer balader en lui disant tes émotions, elles sont trop fortes pour moi, donc va dans ta chambre. En fait, tu lui donnes pas l'opportunité de venir te raconter ce qui lui arrive. Et si tu t'intéresses pas à ce qu'il vit maintenant et à ce qu'il traverse, comment veux-tu que plus tard, après, derrière, quand il soit plus grand, il va avoir envie de te voir, de venir te raconter ce qu'il a, peut-être quand il va rencontrer les premières amours ou les premières difficultés, ou peut-être être confronté à des amis qui sont pas recommandables avec des drogues, j'en sais rien. Moi, j'aimerais que mon fils, il ait la confiance de venir faire ça. Donc, en fait, c'est prendre soin de la relation maintenant pour qu'elle évolue sur du long terme, sur une relation de confiance. Et ça, c'est vraiment en venant accueillir les émotions maintenant et en étant présent maintenant pour son enfant, quand ils sont tout petits, depuis, justement, dès qu'ils commencent à se confronter un peu, je dirais, aux limites, parce que quand ils sont plus tôt, c'est juste tu t'en occupes, mais il n'y a pas de... C'est vraiment à partir du moment où ils commencent à se déplacer, et surtout vers les 18 mois, justement, où il y a cette... indépendance qui sort un peu cette phase d'affirmation où non c'est moi qui décide, puis c'est tu coupes la banane ça va, tu coupes la banane ça va pas, tu coupes pas la banane ça va pas non plus, tout est synonyme de catastrophe potentielle. Mais si déjà là on vient leur dire non arrête, c'est pas grave, c'est qu'une banane, peut-être que pour lui c'est grave, en fait il est pas capable de faire autrement. Donc le lien il se crée depuis tout petit, et en fait tu viens poser les fondations de la maison pour que plus tard la construction elle soit belle et bonne, et que ça dure dans le temps, en fait, que ce soit pérenne. Et c'est aussi un travail sur le long terme. Donc souvent se faire accompagner par un professionnel ou une professionnelle, ça demande un investissement, de temps, d'argent, d'engagement, mais quelque part tu le fais
dans le but justement de faire pousser ta plante à la maison, voilà, ton enfant d'une manière qui à toi te convient et où tous les deux vous allez avoir une relation épanouissante sur le long terme. Exact. Et puis, il faut dire aussi que ça n'est pas, ça veut dire alors qu'ils ont construit cette relation parce que ça allait vraiment direct vers qu'est-ce que j'ai vécu cette semaine avec mon fils. J'ai un adolescent à la maison maintenant, il est 13 ans, donc il commence à rentrer à l'adolescence, les choses, c'est un autre challenge. C'est complètement différent d'un petit enfant. Et puis, même si cette relation, elle était construite, mais ça n'est pas, ça veut dire qu'il ne va pas s'isoler. Non, et cette semaine, il y a eu quelque chose dehors de la maison. Il est arrivé très fâché, il n'a même pas dit bonjour à personne. Il est rentré dans sa chambre tout fâché, il jette son sac par terre. Et puis j'ai vu comment il était, et puis je l'ai laissé. D'abord 5 minutes, après j'ai été frapper à la porte, je dis ça va? Non, ça va pas. Je dis bon, ok, je dis mais si jamais, si tu veux parler, je suis là, d'accord? Alors, je te laisse tranquille, mais je suis là. Et puis, c'est vrai, après 20 ou 30 minutes, il est venu. Et puis, il m'a raconté qu'est-ce qui avait se passé. On a discuté. Et puis, voilà. Pour moi, c'était pas quelque chose qui était énorme, mais pour lui, à les moments. Et puis, j'ai donné l'importance pour ça. Et donc, ça, c'est important. Donc, ça n'est pas, ça veut dire qu'ils vont construire la relation et puis qu'ils vont pas s'isoler, qu'ils vont pas faire les crises, par exemple, comme tu as dit avant, parce que ça va arriver. Ça fait partie du développement voilà, naturel. Exactement. Hein? Mais notre comportement, la façon comment nous on réagir à tout ça, ça va être décisif pour que l'enfant il apprenne avec la situation et puis il apprenne à gérer la situation aussi. Donc ça, je trouve que c'est important aussi de dire. Et puis Catherine, si on veut te trouver comme un professionnel, et puis comment, voilà, sur tes réseaux sociaux et tout ça, comment on arrive? Alors, je suis sur Instagram, mon compte c'est la-tribu-ch. J'ai aussi un site qui est www.la-tribu.ch et puis on peut me contacter voilà, par ces biais-là. Et sinon, par email, c'est hello@la-tribu.ch. D'accord. Oui, on peut mettre sur la description de la vidéo aussi sur YouTube. Volontiers. Oui. On met sur la description. Et puis, on vous remercie pour votre attention. Et puis, j'espère que ça vous amène beaucoup des outils. Et puis, si vous voulez savoir plus sur cet épisode et de qu'est-ce qu'il va voir, le 18 novembre se retrouve. Novembre, non, janvier. Pourquoi je suis avec le 18 novembre dans la tête? C'est le 18 janvier. Le 18 janvier à l'hôtel Bon Rivage, à la Tour des Pins. Alors, avec Catherine, avec Amanda et moi, on sera là pour vous accueillir et puis travailler un peu sur ça, sur nous, comment on peut être mieux pour que nos enfants ils deviennent vraiment des enfants résilients et des enfants préparés pour la vie. Et puis, le prochain épisode, ça va être pour les derniers vendredis du mois prochain. Alors, tu veux parler quelque chose encore? Moi, je voulais laisser juste une dernière phrase. C'est juste que tu partages avec nous cette question avec un adolescent. Et en fait, une question que les mamans posent souvent, c'est « Ah, mon enfant, il a 14 ans. Oh, j'ai déjà un ado, il a 15 ans, 16 ans. Est-ce que je peux commencer maintenant à faire un suivi? » On peut toujours commencer. Moi, je donne toujours mon propre exemple. Ma maman a commencé à faire la thérapie. J'avais 14 ans et ça a tout changé dans notre famille. On peut toujours commencer. Le plus important, c'est prendre conscience que le changement, il est possible. Même si vos enfants, ils ont 40 ans, c'est toujours possible. Oui. Donc, il faut juste avoir la volonté et le courage de s'y regarder. Ça, c'est le plus grand. Et faire le premier pas. Et faire le premier pas. Exactement, et donner le premier pas. Alors, Catherine, est-ce que tu aimerais nous laisser un dernier message? Déjà, je vous remercie de m'avoir accueilli dans ce podcast. C'était vraiment une expérience très agréable et merci pour votre partage, de me donner l'opportunité d'être mise en lumière sur mon travail. Et ce que je voudrais dire, c'est surtout pour les mamans qui nous écoutent, de ne pas se juger trop durement, d'oser demander de l'aide. Et puis que souvent, oui, on a un discours intérieur qui est aussi extrêmement dur. Donc, c'est de dire que la bienveillance, ça commence par soi. Oh, magnifique. Et on te remercie aussi ton partage, ton parcours, c'est ça. Et aussi, même ceux qui ne sont pas encore mamans, ils puissent donner aussi les mamans, c'est de soutenir. Ouais, de ne pas juger et plutôt tendre la main. Oui. Merci beaucoup. Merci Catherine. Et puis, si ça vous touche le cœur, si vous trouvez ce contenu important pour quelqu'un, alors n'hésitez pas à le partager et puis commentez sur cette vidéo comment ça a été pour vous. On se retrouve le 18 janvier à l'hôtel Bon Rivage pour cet événement des enfants résilients et puis le prochain
vendredi, les derniers vendredis du mois de janvier. À bientôt! À bientôt! Au revoir.